Cet après-midi, c'est du travail en atelier. Donc ce matin, vous étiez en vacances. Maintenant, c'est au boulot. Et pour faire ça, on vous propose de travailler sur la base de la théorie CK. C pour concept, K pour connaissance. C'est une théorie qui a été développée à l'école des mines par Armand Hatchuel, Benoît Veil et leur équipe. Donc en gros, comment on renforce notre capacité à concevoir. Et pour concevoir, d'une façon générale, plus on est divers dans notre regard sur un objet, plus on conçoit. C'est au cœur même de cette théorie, parce que justement, la capacité à concevoir, c'est imaginer un univers différent, des solutions totalement nouvelles, potentiellement totalement folles. Et c'est vraiment ça l'objectif de l'histoire. Alors pour vous plonger dans un petit exercice pour se mettre en jambe, alors, quand on a dit ça à Hélène a dit oh, tout le monde l'a déjà fait cet exercice-là. En fait, pas complètement tout le monde. Vous montez en haut d'une échelle de pompier même avec un S, il peut y avoir plusieurs pompiers. Vous avez un œuf à la main, vous le lâchez. Comment faire en sorte qu'il ne se casse pas en arrivant en bas? Sachant que le point de départ, donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est il casse. Pour qu'il ne se casse pas en arrivant en bas, vous faites quoi? Donc Maud propose de ne pas monter en haut de l'échelle. Ouais, mais c'était pas la commande. Un mètre de plume en bas. On met de l'eau. Ah oui, là, l'eau est arrivée. Voilà. Et des collègues en bas avec une bâche. On apprend un aigle à ramasser. Comment? Vous sautez avec l'œuf. Là, en plus, vous avez fait de la casse des jambes. Je sens qu'il y a des gens qui ont un certain courage. Je reconnais bien là l'esprit très sportif de la Nouvelle-Calédonie. Faites cuire avant de le lâcher. Donc, vous voyez, en fait, au départ, vous avez les 3 premiers exemples. C'était je fais une intervention extérieure. Enfin, j'ai quelque chose de totalement extérieur en bas. Là, Xavier propose de toucher, de manipuler l'œuf. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai jamais dit que l'œuf que vous aviez était un œuf frais, en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez autour de ça. Allez-y. En fait, après, on refera en fait, l'ensemble de l'histoire que vous avez créée à partir de là et les différents endroits que vous avez manipulés et pourquoi vous les avez manipulés. Et donc, vous voyez qu'en fait, vous pouvez jouer sur l'œuf. Vous pouvez jouer sur ce que vous mettez en bas. Vous pouvez jouer sur un équipement autour de l'œuf, sur un équipement extérieur, voire sur un intervenant extérieur si vous mettez un aigle. Et donc, autant de points que, en fait, en créant des degrés de liberté, vous avez levé ce qu'on appelle des effets de fixation. C'est-à-dire un endroit, je considère que ce n'est pas variable, ben ça peut le devenir. Et en fait, cette théorie-là, c'est la théorie du concept et du savoir, inventée par donc l'école des mines. C'est un truc qui date du début des années 2000, en fait, et c'est l'école des mines, la biologie, pour eux, c'était un univers inconnu. Mais c'est des gens qui travaillent sur concevoir les modes de transport de demain. Ils ont même conçu un bus où, au lieu de les gens... parce qu'en fait, un problème d'un bus, c'est qu'il y a des gens qui descendent et des gens qui montent. Donc ça prend du temps parce que c'est les mêmes portes. Peut-on faire autrement? Peut-on avoir un train qui va beaucoup plus vite et qui passe dans une gare sans s'arrêter et où les gens peuvent descendre? Ils ont conçu un train qui fait ça. Il n'y a pas eu de succès, mais... Donc le truc qu'ils ont inventé, c'est une navette. Enfin, le train passe et les navettes se décrochent en fait. Et donc la navette s'arrête tout seul et le train a continué et puis elle récupère la navette qui monte. En fait. Donc vous pouvez imaginer des trucs très différents. Et donc l'ensemble de l'histoire se dessine sous forme de 2 espaces. L'espace des savoirs, des concepts et l'espace des savoirs. Ce qui est d'ailleurs quelque chose que vous allez retrouver en lien direct avec le Parsada en fait. Où on a à la fois des questions, on a des connaissances qu'on a et des connaissances qu'on n'a pas. Il y a des utilisations qu'on a et puis des utilisations qu'on veut imaginer. En fait, vous partez de la situation initiale. Typiquement, l'œuf, vous le lâchez, il tombe. Si vous voulez... et en fait, typiquement, ça correspond en fait à ce que vous savez faire.
et aux connaissances disponibles, et que si vous voulez sortir de là, en fait, il faut induire une séparation entre ce que l'on sait et l'usage qu'on en fait. À partir de votre utilisation de départ, vous pouvez imaginer en fait des ruptures. Et donc typiquement, tout à l'heure, quand on dit on invente un aigle qui vient récupérer l'œuf, ou on lui met un parachute à œuf qui est promis un très grand avenir. En fait, c'est plutôt pas un parachute à œuf, c'est je fais autour de, j'imagine, des systèmes dont j'équipe l'œuf. Et donc ici, vous avez le parachute à œuf. Là, vous avez tout ce que vous voulez autour de l'œuf, en fait. Et donc, pour faire ça, vous allez mobiliser, vous additionnez des savoirs et des savoirs qui sont en fait existants dans des univers proches. Le parachute, il existe. La piscine, elle existe. Voilà. Et puis, vous pouvez continuer à étendre votre fil et vos arbres de façon extrêmement éloignée, en tirant en fait les fils aussi loin que possible. Et progressivement, vous arrivez à des choses que vous ne savez pas, pour lesquelles on n'a pas les éléments. Typiquement, l'exemple de Xavier, qui est de dire « je dresse un aigle pour aller récupérer un œuf ». Voilà. Assez compliqué objectivement vu le bestiau. Et donc, comment je fais pour avoir des savoirs additionnels autour de ça? Et vous en arrivez à la fin, en fait, à ce que vous allez construire ici, et une fois qu'il sera complètement développé, en fait, ça devient la base de savoir commun de demain. Bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est ça. Donc, on fait de la prophylaxie sur la base de quelques exemples qu'on a, et où globalement, il y a des choses, l'état initial, assez peu utilisé, mais des choses qu'on peut faire. Quelques exemples qu'on a donné ce matin. Sans rentrer dans l'idée, ils sont plus ou moins utilisés, c'est pas ça le but du jeu, en fait. C'est ce qu'on est capable de concevoir des trucs nouveaux. Et puis, tirer les fils aussi loin que possible, et donc favoriser des émergences. C'est ça l'objectif des ateliers cet après-midi. Alors pour réussir à faire ça, en fait, le vrai point central que l'on a, c'est les effets de fixation. Les effets de fixation, se dire, de toute façon, ça, c'est pas variable, je ne peux pas faire. Et vous les connaissez, enfin, vous en avez beaucoup, mais certains effets de fixation sont extrêmement profonds. Et par construction, en fait, on ne connaît pas ce qu'est un effet de fixation. Parce que justement, aujourd'hui, il n'est pas variable. Et je ne sais pas s'il peut devenir variable. Et donc, prenez le problème à l'envers. C'est que tout est quasiment variable. En moyenne, sauf la pesanteur. Mais Xavier proposait même qu'on aille sur une planète sans pesanteur. Puis après, j'ai tendance à faire des blagues douteuses du style le seul élément pas variable, c'est la bêtise humaine, mais on ne va pas la faire aujourd'hui. Donc, c'est lever les effets de fixation. Et c'est vraiment ça le point central. C'est que pratiquement tout est variable. Et puis après, quand on le développe, en fait, il faut faire très attention. On génère soi-même en général des effets de fixation. Mais bon, pas aujourd'hui. C'est pas pour vous. Et vous avez vu sur l'espace, concept savoir. L'espace savoir, c'est globalement la recherche. Ce que disait Christian hier soir, c'est que globalement tout ça correspond assez bien à l'organisation qu'on a faite dans la logique du Parsada, en fait. Avec des projets à vocation appliquée et des projets transversaux qui ont vocation à alimenter ce bout-là, en fait. Donc, mais clairement, l'innovation ne vient pas que de la recherche. Il ne faut pas attendre que la recherche ponde des solutions en instantané. Si elle pond des solutions en instantané, ça veut dire qu'en fait, on ne bouge jamais de ça. Et le système n'y bouge pas, de fait. Donc, lever les effets de fixation, l'innovation ne vient pas de la recherche seule. Certes, le lien à la recherche est essentiel pour aller chercher des connaissances, mais il faut explorer en permanence des partenariats nouveaux. La question qui a été posée ce matin par Franck sur est-ce que qu'on fait l'agrégation de connaissances ne peut pas reposer sur l'intelligence artificielle, elle pose une question fondamentale. Qui sont les acteurs de l'intelligence artificielle qu'on associe? Quand on fait le consortium, enfin le grand défi biocontrôle et biostimulation, dont Delphine est la directrice, c'est parce qu'il y a des entreprises nouvelles qui rentrent dedans. Et il y en a en permanence. Quand on fait le grand défi robotique agricole, c'est pareil, c'est des entreprises nouvelles. Donc il faut réussir à aller chercher ces partenariats nouveaux. En gros, c'est de l'exploration, ça s'appelle des explorations en île, mais bon, on ne va pas développer ça. D'une façon générale, ce dont on manque, c'est la capacité à concevoir. On n'arrive pas à se décrocher en fait, de là où on est. Donc c'est vraiment ça qu'on doit travailler. Et puis, c'est typiquement ce que l'on voit, en fait, et le cœur du Parsada est là-dessus. Hein. Recherche appliquée, acteurs économiques.
C'est une condition sine qua non au déploiement de la conception innovante. Si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas. Voilà, donc ça c'était mon truc. Et donc maintenant, je vous remercie. Et donc maintenant, on va passer en atelier. On reprend ici à 15h30 pour se donner une demi-heure de restitution. Ce que vous devez produire en termes de livrables, vous devez produire l'équivalent d'un arbre de conception. Ouais, mais enfin, si on va gagner un quart d'heure. Vous devez produire un arbre de conception. Vous le dessinez comme vous voulez, avec des post-it. Il y a tout plein de post-it. Les animateurs, ils animent comme ils veulent. C'est la liberté la plus totale. Soyez le plus créatif possible. Donc la question, comment ça marche? Vous devez faire ça, mais vous allez dire, mais on fait un arbre sur quoi? Et donc non, pas sur l'œuf. C'est autour de la prophylaxie. Donc vous commencez dans votre petit groupe, vous avez beaucoup de liberté, donc vous devez identifier le périmètre de la prophylaxie. Si vous prenez un périmètre trop court, de fait, vous induisez un effet de fixation, vu que vous avez déjà dit, je vais travailler que sur ce petit périmètre-là. Donc vous vous mettez d'accord entre vous dans un exercice le plus démocratique qui soit sur le périmètre que vous voulez traiter. Et normalement, vous devez avoir une forme de croisement entre l'espèce ou groupe d'espèces et le bioagresseur, quoi. Parce que si vous allez taper sur autre chose, ça va être un peu embêtant. Hein? Ouais. Mais de fait, je vous ai posé un effet de fixation, je vous ai dit c'est prophylaxie. Donc vous vous mettez dans un premier temps d'accord autour de votre périmètre. Et puis après, vous vous lâchez pour concevoir, lever, identifier les points de fixation, les lever, faire des idées. Ne vous mettez pas en tête en disant on n'a pas la connaissance pour. C'est trop facile, ça. Et puis s'il n'y a pas la connaissance, vous téléphonez à INRA et ils ont qu'à se débrouiller, mince à la fin. Ou vous téléphonez au ministère, qui savent tout. Voilà, exactement. Et donc vous dessinez à la fin le livrable que vous devez avoir, c'est potentiellement un arbre, comme celui qui a été dans l'espace du concept. Voilà, c'est ça. Le plus long possible, le plus riche possible, autour du périmètre que vous avez dessiné. Si à un moment donné, en discutant, vous devez revenir sur votre périmètre, vous faites, c'est pas un problème. Lâchez-vous. Voilà. Alors, groupe 1. Qui rapporte le groupe 1? Le groupe 1, c'était Baptiste, Christian. C'est Christian? Ah oui, tu fais tout en fait. Tu as été animateur, rapporteur. Ah ouais, c'est ce qu'on disait aussi en fait. Ah oui, non, tu as fait ça petit. Alors, on a choisi de partir dans deux grandes directions différentes, donc dans ce nœud-là et dans ce nœud-là. Et notre point de départ, c'est maximiser la prophylaxie en grande culture, tout bioagresseur confondu. Donc on est parti de ce choix-là, quoi. Donc cette branche-là, c'est quelque chose qui est autour de l'adaptation, donc on reste un peu dans les systèmes actuels, mais on essaie d'y introduire le maximum de prophylaxie. Donc on a besoin d'un état des lieux, des différentes pressions de bioagresseurs, adossés à des diagnostics. Et puis après, on décline un ensemble de solutions alors qui correspondent à l'évitement, éviter la rencontre entre la plante et les bioagresseurs. Donc par exemple en jouant sur les dates de semis, qui vont permettre d'avoir par exemple des plantes plus tolérantes au moment où elles sont en contact, des rotations, des assolements de longue durée, des antagonismes, l'allélopathie, la propreté des semences, pureté, propreté sanitaire, l'usage de plantes pièges et jusqu'aux affaires de push and pull qu'on connaît. La notion de réservoir avec la gestion des territoires, les bordures, les haies, les zones sauvages, l'eau et les autres cultures qu'il faut prendre en compte. Et dans les réservoirs également les notions de survie avec des repousses, des résidus et le matériel agricole qu'il faut désinfecter. Et une troisième grande branche avec favoriser la tolérance. Alors on a là des associations et des mélanges qui correspondent à la fois à l'évitement et à la tolérance, ça peut jouer sur les deux. Donc l'usage de variétés résistantes, jouer sur la nutrition, jouer sur le microbiote en général du sol, etc., mais également le microbiote de la plante, qu'on n'a pas, voilà, il y a des branches, alors je ne sais pas si on a le droit de faire ça, mais on l'a fait quand même, puisqu'on avait toute liberté. Voilà, on a fait ça. Donc ça, c'est la première branche, grande branche. Et la deuxième grande branche, on repart de zéro, et là, on reconçoit tous azimuts.
On travaille sur l'organisation spatiale des cultures, donc avec la diversification et des choses, par exemple, travailler avec un rang sur deux, mais de deux cultures différentes, avec des semoirs spéciaux, travailler sur des bandes et des rotations, donc une parcelle en bande avec des rotations beaucoup plus fortes à l'échelle de la parcelle, des approches plus liées à l'agroforesterie, soit intra-parcelle, soit dans le pourtour, des échanges de parcelles, donc entre agriculteurs. Donc les gens s'échangent des parcelles, vont faire de la pomme de terre chez le voisin, etc. Ce qui facilite la rotation. Avec la spécialisation, je ne sais plus pourquoi on a mis ça, mais oui, là, les gens sont plus spécialisés peut-être. Il y a trois grandes branches, hein, l'organisation spatiale, les nouvelles espèces, les agroéquipements. Donc les nouvelles espèces, donc, avec des aspects, créer la filière, un modèle économique, mobiliser les finances publiques, on a besoin de sous, n'est-ce pas, des aspects de contractualisation qui rejoignent aussi l'organisation spatiale, et les nouvelles espèces qui impliquent également la génétique, bien sûr. Il faut les créer ou du moins les développer. Un aspect agroéquipement avec des machines à ramasser les limaces, des machines à trier, parce que quand on a des cultures très diversifiées, il faut trier le sarrasin du potiron, par exemple. Et des agroéquipements. Alors là, on rentre dans la nouveauté. C'est une idée originale qui est apparue, qui font en même temps du diagnostic. Donc on récolte et puis on a des sondes, des amorces qui vont regarder les agents pathogènes qui sont présents sur les graines, etc. Et en temps réel, on a une épidémiosurveillance de notre culture. Ce qui nous permet éventuellement, si on est très fort, on n'est pas allé jusque-là, d'agir juste derrière. Et une quatrième qu'on a trouvée vers la fin, les OAD stratégiques. Donc pas des OAD tactiques de traiter, pas traiter, des choses comme ça, mais plutôt stratégiques qui nous aident à choisir notre culture pour l'année prochaine, à jouer sur le climat, à jouer sur l'arrivée des bioagresseurs, par exemple, qui viennent de loin, hein, qui viennent d'Angleterre, d'Espagne, etc. Et puis tout un volet sur les assurances, avec la notion de partage de risque et la notion de contractualisation, en particulier avec l'industrie, qui peut soit inciter, soit aider à couvrir des pertes. Et voilà. Merci beaucoup. Comme vous voyez, on a fait les feuilles de l'arbre, mais on n'a pas fait les branches ni le tronc. Donc, on n'a pas d'architecture d'arborescence à vous présenter. Je vais plutôt vous présenter le cheminement, parce que j'ai trouvé que le cheminement était intéressant aussi dans sa partie chronologique. Donc, au début, on a commencé. Peut-être qu'on pourrait lever le bras, ceux qui étaient dans le groupe. Comme ça, vous identifiez qui est responsable. Il a fallu qu'on trouve une problématique. On s'est arrêté sur un insecte qui était un vecteur de maladie. Sur une culture annuelle, parce qu'on pensait que ça permettait de toucher un certain nombre de challenges. Et on a fait un tour où chacun réfléchissait de son côté, puis ensuite on a partagé les propositions qu'on a regroupées dans les patates que vous pouvez sûrement voir à l'œil nu là-dessus. Alors ces patates, alors comme c'était un insecte, certains ont posé l'hypothèse que ça pouvait être un insecte qui était envahissant, donc on aurait pu déjà intervenir avant qu'il arrive à la frontière. Ensuite, il y a eu des propositions autour de surveiller, détecter, informer, traiter l'information. Ensuite, s'agissant aussi d'une maladie microbienne, la question d'empêcher les microbes de se multiplier. Donc, il y avait des questions d'assainissement. Par exemple, certains parlaient d'enlever les parties du matériel végétal qui était contaminé. Ce qui nous amène aussi à des questions de variétés résistantes, par exemple, donc faire du progrès de ce côté-là. Et puis, il y a eu pas mal de propositions autour de l'insecte lui-même, avec des idées de manipuler les insectes vecteurs par plein de leviers différents, qui sont des genres de trucs qu'on a plutôt tendance à voir dans nos assemblées. Peser sur les insectes. Alors, dans ce cas-là, non plus en travaillant directement l'insecte, mais en travaillant dans un contexte plutôt de communauté ou d'interaction avec d'autres organismes. Donc, par exemple, ou avec des trucs abiotiques comme des filets, par exemple, utiliser des parasitoïdes, empêcher les flux. Donc, on commence déjà à se rapprocher des questions d'environnement et de paysage ou d'enjeux spatiaux. Donc, dans ce cadre-là, certains ont commencé aussi à parler peut-être d'une gestion que j'ai envie de simplifier en disant permaculture. Peut-être que si on avait un autre type de production, on n'aurait pas du tout les mêmes régulations pour le problème qui est posé. Et puis ce qui nous amène naturellement à des questions de gestion spatiale et temporelle pour réduire les risques de transmission. Donc il y avait des propositions sur les rotations de culture. Alors en fonction de est-ce que l'insecte reste sur place ou est-ce qu'il bouge, est-ce que les rotations doivent être prises à l'échelle locale ou à l'échelle distante.
Et tout au bout de ça, on arrive à des propositions qui proposent de sortir du champ et de regarder du côté des leviers économiques notamment et sociaux. Et c'est là, une fois qu'on a fait tout ce tour-là, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'était rué sur ces parties très biologiques, alors qu'on arrivait à comprendre parce qu'on était quasiment tous de formation de biologistes, et qu'on avait une petite patate qui s'appelait SHS, alors que SHS, c'est un univers à tout entier. Et donc, on a plus travaillé là-dessus. Et dans les propositions qui ont émergé, il y avait notamment des propositions de système assurantiel, de gestion du bien commun, par exemple accepter que certains perdent et que d'autres gagnent, enfin que certains soient infectés et d'autres ne soient pas infectés, et qu'on avait des mécanismes qui permettaient que, au final, ça passait parce qu'il y a une forme de solidarité. Je crois que Christian parlait d'un système dans la PAC qui permet d'obtenir ça, mais qui n'a jamais été mobilisé. Donc si vous avez des idées, allez voir Christian. Après, on a aussi reposé la question du diagnostic. Parce qu'on était parti de cette équation qu'on avait posée, là, notre insecte vecteur de maladie pour une plante annuelle. Mais donc on s'était rué comme, il y a des pertes économiques, comment on fait pour limiter les pertes économiques? Mais peut-être qu'on pouvait reformuler le problème. Alors, dans le premier niveau, déjà, c'est qu'est-ce que c'est que les seuils de nuisibilité ou de tolérance? Parce que finalement, on pourrait peut-être en arriver à un exemple où c'est pas vraiment un problème parce que c'est à la marge. Et quelqu'un dans le groupe avait un exemple, je crois, sur colza, où en fait les gens traitent pour un truc qui n'a absolument aucun effet sur le rendement. Et on se demande pourquoi ils traitent au final. Alors même que je crois que dans le BSV, c'est marqué « ne traitez pas ». Et on peut même aller plus loin dans cette démarche-là. On peut trouver peut-être des services ou des coûts cachés, et que finalement, peut-être que cette maladie, dans d'autres cas, en fait, elle apporte peut-être un service écosystémique, par exemple. Donc, on recommence à revoir les choses différemment. Et puis même, on a questionné qu'est-ce que c'était que nos objectifs, parce qu'on peut définir. C'est comme quand on redéfinit la performance. C'est-à-dire, on avait tout défini à partir de coûts économiques, mais peut-être qu'en définissant la problématique autrement, on arrivait à d'autres façons de traiter les questions. On peut même poser la question, est-ce que différents producteurs ou différents types d'acteurs formulaient le problème de la même manière? Peut-être certains n'avaient pas de problème, c'était un groupe qui nous avait formulé cette question-là et que ce n'était pas forcément universel. Bon, là, j'appuie sur les trucs qui m'intéressent, moi, en toute transparence. Voilà. Non, mais c'est pour dire, parce que les trucs biologiques, en fait, c'est un peu la même liste qu'on a vue précédemment. C'est pour ça que je l'assiste pas. On a aussi parlé des leviers réglementaires. Il y en a qui ont parlé par exemple des obligations de lutte ou de non-lutte. Peut-être que des fois il faut ne pas agir et qu'il faut obliger de ne pas agir. Avec un exemple je crois quelque chose sur le chou qui s'était régulé par lui-même et que ça avait été l'obligation de ne rien faire. Après, il y avait aussi ce focus sur, vu fait que c'est un vecteur, est-ce que si ça n'avait pas été un vecteur, si ça n'avait pas été la maladie, ça a amené à des leviers différents, avec notamment aussi des enjeux de décloisonner les services de l'État. Je vous laisse aller voir Christian pour cette partie-là également. Je me débarrasse bien. Et puis, il y avait, c'est revenu aussi la question de séparer la vente et le conseil, et puis avec un exemple aussi historique qui était de rémunérer les chasses, avec un exemple les enfants étaient payés au saut de Dorifort, si j'ai bien compris, à une certaine époque. Donc c'est quelque chose qui nous rapproche des luttes obligatoires ou des choses comme ça. Mais qu'il faut quand même se rappeler que des fois c'est totalement inefficace de capturer des adultes parce que c'est pas forcément là que ça se joue, donc il faut faire un peu attention à ce côté-là. Avant de conclure là-dessus, il y a un dernier élément qui est aussi émergé vers la fin, c'est la question de la formation, de l'enseignement agricole et aussi de l'information et de la communication, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a lieu à voir avec les consommateurs. On a défini le problème comme étant il y a une maladie, donc mais peut-être qu'en fait la maladie elle pose aucun effet sur les rendements, c'est peut-être quelque chose qui fait que les produits sont moins beaux, et dans ce cas-là peut-être qu'en fait on peut commercialiser des produits qui sont quand même moins beaux mais tout à fait consommables, ce qui nous a amené à travailler sur les cahiers des charges qui sont potentiellement aussi un levier avant d'aller jouer avec la biologie. Et peut-être que certains cahiers des charges pourraient intégrer la prophylaxie dedans. Et donc pour finir là-dessus, peut-être que moi ce que je retiens, c'est que mine de rien, on était situé dans le sens où on a tous proposé des trucs qui étaient dans nos tropismes de nos formations, et que ça fait des biais dans nos propositions initiales, mais qu'en travaillant et en essayant d'élargir un peu, en se décalant, on arrive aussi à faire l'exercice qui était proposé au début, c'est-à-dire identifier des trucs qu'on n'avait pas identifiés au début. Et bon, peut-être que si on avait eu d'autres personnes avec nous, et notamment des acteurs de terrain, on serait arrivé à d'autres choses. Et donc là, c'est mon plaidoyer personnel. Transdisciplinarité, ouais.
Alors déjà, je vais parler sous le contrôle du groupe. Donc, s'il y en a qui ont besoin de compléter ou préciser certaines choses que je vais dire, il ne faut pas hésiter. Le périmètre du temps de réflexion qu'on a fait, c'était la Drosophila Suzuki avec le concept projecteur de la prophylaxie au sein de la diversité. La diversité des acteurs, donc des hommes, des paysages, des leviers et des foyers. Donc ça, c'était le concept de base. On a identifié 5 grandes branches sur lesquelles on pouvait travailler. La première branche était de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc la diversité, au niveau de la diversité des territoires et des productions au sein de l'exploitation, au sein du département ou au sein de l'État. Il y avait un gros pôle qui était la diversité, donc des méthodes de lutte, des moyens, avec des méthodes agro, des plantes martyrs par exemple, ou des élevages d'auxiliaires, des méthodes de biodiversité, la biodiversité naturelle, des méthodes de biocontrôle, avec la création d'auxiliaires, la confusion sexuelle, appliquer la technique de l'insecte stérile au cas de la drosophile, des méthodes physiques, des méthodes technologiques, avec le développement de drones tueurs de mouches, le développement de robots pour faciliter l'adoption de certains outils, et le levier génétique. Le levier génétique, on a eu un petit peu plus d'idées dessus, puisqu'il y avait le levier génétique sur les arbres, sur les légumes, mais aussi sur les plantes de service. Et des leviers génétiques de type répulsif, transgénique, en allant du plus classique au plus innovant. On a aussi proposé de penser la prophylaxie de manière inclusive, donc avec tous les acteurs, donc tous les acteurs du secteur professionnel, mais aussi les acteurs non professionnels, en les sensibilisant, les concertant, les impliquant, parce que dans le cas de la drosophile, les foyers qu'il y a dans les jardins, par exemple, ou chez les amateurs, sont un problème important. Et pour ça, il a été proposé la mutualisation de la prophylaxie, la mutualisation des actions, des services, avec par exemple la location de filets pour les particuliers, la mutualisation au niveau politique avec l'établissement de plans nationaux, de plans territoriaux, des MAEC par exemple. Mais aussi, on a proposé la mutualisation des coûts et des charges avec l'éco-participation qui pourrait être mutualisée chez les privés, enfin chez les particuliers. On a essayé de lier les deux, la diversité des méthodes et la diversité... c'est un peu ce que je viens de dire, la diversité des moyens avec la location des filets, par exemple. On a la diversification des débouchés dans le cas où on accepte un certain taux de production qui soit touché. Donc, valoriser les fruits ou les légumes qui sont touchés dans des filières, par exemple, animales, mais aussi diverses, ou des compotes, mais on a parlé du problème du goût. Mais valoriser aussi les mouches, puisque les mouches, c'est source de protéines. Est-ce qu'on ne peut pas en faire des farines ? Et ensuite, quelque chose de beaucoup plus clivant, mais qui a été abordé, c'est la prophylaxie chimique. Alors, la prophylaxie chimique, il y avait le développement de molécules de biocontrôle qui pourraient être innovantes et diversifiées d'une année sur l'autre pour répondre aux besoins de lutte contre la drosophile, mais aussi une méthode de prophylaxie chimique un petit peu plus en rupture, qui permettrait une suppression totale de la drosophile pour qu'il n'y ait plus de problème chez les agris, mais ça pose des questions de biodiversité. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si mes camarades veulent préciser certains aspects. Oui. On peut passer en avion avec des molécules interdites qui défoncent tout. Ah ouais? Non, alors l'idée c'était que les mouches, mais... Voilà, c'est à explorer. Ouais. Dans les propositions variétales aussi, y a des choses très pas forcément réalistes aujourd'hui, puisqu'on essaie d'aller un petit peu loin dans le concept, mais dans une deuxième phase, peut-être qu'on pourra recentrer les idées et les connaissances. Voilà, alors du coup, je vais redire plein de choses parce qu'évidemment, on n'a pas révolutionné la poudre. Donc dans le groupe, on avait des compétences un peu multifilières et puis multi-bioagresseurs, et on s'est fixé sur adventistes multifilières, nous. Et en fait, je constate que les 4 groupes ont choisi des choses très différentes, c'est chouette. Et donc notre concept... merci. Donc notre concept homologue à l'œuf qui tombe, ça a été
Comment développer une prophylaxie qui minimise la concurrence des adventistes dans les systèmes de culture tout en maintenant des services liés à leur présence. Et donc, on a fait ça pour avoir dans le système qui fasse penser au temps long et pour en fait décaler dans l'idée d'avoir des services qui sont rattachés à ces adventistes. Et en fait, le focus nous a emmené dans une première phase à regarder beaucoup d'idées par rapport au cycle de cet adventice. Donc la première partie, comment gérer le stock initial. Et donc ça, c'est un peu aussi dans l'idée du temps long. C'est-à-dire que peu importe en fait la culture qu'on a, il y a toujours cette idée qu'il faut gérer le stock initial. Donc on a empêché la germination, on a de la contraception aussi des adventices, induire des dormances ou les lever à volonté, lâcher des auxiliaires qui pourraient être dressés ou bien volontairement manger les graines, développer des variétés qui permettent d'empêcher la pousse en se croisant et que ça donne des adultes stériles. Éventuellement faire varier des paramètres de sol qui permettraient d'avoir donc de tuer les graines d'une certaine manière. Donc dans ce cas-là, on avait pas mal de connaissances et un peu un mélange de connaissances à actualiser, existantes ou à chercher. Et donc on voit qu'il y a du bleu et du orange dans ces choses-là, avec peut-être même des choses qui se rapprochent de choses qu'on a déjà, mais pour les cultures. Donc là, par exemple, la sélection variétale, on pourrait imaginer qu'on en a aussi pour les adventistes dans ce cas-là. On pourrait avoir des caractérisations des typologies d'adventices plus précises pour savoir notamment qualifier le stock facilement, le qualifier même visuellement quand il est présent sous forme de couvert plus adulte. La deuxième partie, donc une fois qu'on a réfléchi cette gestion au niveau du stock, on a qu'est-ce qu'on fait quand on a une population et comment on gère la concurrence ou pas que cette population induit. Et donc, on peut avoir des choses au niveau de la culture qui peut être étouffante ou bien du couvert qui est étouffant, des questions sur la sociologie des mélanges, des questions de bâchage temporaire qui permettraient de faire prendre de l'avance en fait à la culture. On a des questions ça donne des questions de connaissances sur la nuisibilité des populations, sur les mélanges et interactions, sur les faiblesses des adventices pour lesquels on pourrait profiter. Et ensuite, on a toute une partie sur la plante adulte, comment on évite qu'elle recharge le stock ou comment on la détruit quand c'est une pluriannuelle. Et donc là, on a eu tout un chapelet d'idées sur des robots qui vont désherber entre les rangs, qui vont avoir des lasers, qui vont cueillir les adventices parce qu'il les reconnaît. Et donc, pour les reconnaître, on avait aussi proposé de les colorer, les adventices, par un spray qui permettrait de les colorer. Comme ça, le robot, il n'a pas besoin de reconnaître l'adventice, il a besoin de reconnaître la couleur qu'on lui a mis. On peut avoir des visiteurs en parcelle qui marchent sur les adventices et donc du coup, ça permet de les détruire temporairement. On va aussi éviter du coup à ce moment-là la sortie des graines puisqu'elles vont recharger les voisins et donc éviter d'avoir de la dissémination, soit en collant les graines sur la parcelle, soit en ayant des infrastructures autour de la parcelle qui vont éviter que les graines sortent. Et donc ça, c'était vraiment notre premier axe qui a été bien fourni. Et là, les axes suivants, ça a été de se dire, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas valoriser ces adventices ? Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt soit à semer, soit à connaître les intérêts des adventices ? Et donc, dans ce cas-là, de créer un marché pour ces adventices qui, du coup, travaillait sur le terme de concurrence, parce que du coup, la concurrence, ça fait qu'on gagne moins sur la culture qu'on a. Mais là, si on gagne des sous sur les adventices, du coup, on a moins de problèmes. Et après, on a la valorisation de la culture qui doit prendre en compte le fait qu'on a mis en place ces choses-là et qu'on a eu de la concurrence. Donc, il faudrait travailler sans doute sur le fait que le marché puisse tenir compte de ça et donc dans les cahiers des charges, ne pas forcément surattendre un niveau de qualité, sachant qu'on a toutes ces péripéties préalables. Et ensuite, donc, on avait quand même mis un gros focus sur le cycle de culture sur le cycle de l'adventice, mais on n'a pas oublié le cycle culturel de la culture en place, et en se disant qu'il y avait forcément des recherches à faire là-dessus et des connaissances nécessaires pour avoir des variétés qui pourraient être hyper tolérantes à la présence d'adventices. Et dans ce cas-là, ça pourrait être aussi à choisir en fonction du type d'adventice qu'on a, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Non, on va commencer par remercier un grand remerciement à Baptiste. Je pense que vous pouvez l'applaudir.
Merci aux membres du CST qui ont contribué aujourd'hui toute la journée. Merci à Hervé qui représente le ministère. J'espère que tu pourras rapporter qu'on a travaillé comme des malades, y compris. Voilà. Et puis merci à tous les participants, y compris aux participants qui sont en ligne, qu'on n'avait pas avec nous ce matin, mais qui étaient là, enfin qui n'en avaient pas avec nous cet après-midi, mais qui étaient là ce matin. J'avais envie de conclure sur 2 points. D'abord, le constat sur la richesse du cadre tel qu'il a été construit et qui avait été le déroulé de la journée a été imaginé entre Baptiste, Jean-Paul, Christian Lanoux, moi-même, et puis des interactions. Hélène a mis son grain de sel, un certain nombre d'autres ont mis leur contribution. Donc je pense qu'on y a tous à peu près retrouvé nos petits dans cette histoire-là. On voit bien que dans le cadre, on a fait ça dans le cadre du Parsada, et si on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait animer là, c'est qu'il y avait une certaine frustration sur le fait que c'était difficile de voir monter beaucoup en puissance des projets centrés sur la prophylaxie, et que les projets qu'on voyait en fait avaient une prophylaxie un peu molle du genou. Donc je trouvais que le cadre proposé de ce point de vue-là était intéressant. La prophylaxie telle qu'elle a été présentée ce matin a mis en avant un certain nombre de choses, et vous avez tous entendu. Donc je trouve que l'intérêt qu'il y a de se comparer avec les autres secteurs, Xavier ce matin avait pris l'exemple de ce qui se passe dans l'industrie, mais il aurait pu prendre l'exemple de la médecine humaine, et où on arrive à des configurations où en fait, la méthode prophylactique la plus efficace, c'est la vaccination. Il y en a des gens qui n'en veulent pas. Alors, soit ils n'en veulent pas parce qu'ils croient que ça ne sert à rien, soit ils ne veulent pas parce qu'ils voyagent en passagers clandestins. C'est un terme qui n'est jamais apparu d'ailleurs dans la journée. Est-ce qu'il y a des passagers clandestins dans notre histoire? Mais de fait, il y en a. Cette question qui est extrêmement importante des coûts cachés, qui sont soit, comme dans l'exemple de l'industrie que prenait Xavier ce matin, tout compte fait, c'est des coûts négatifs induits, mais qui sont encapsulés dans la même entreprise, donc l'entreprise optimise. Mais si c'est 2 secteurs différents, en fait, les coûts cachés, c'est des coûts réels quand même, et donc ça veut dire qu'il y en a qui gagnent, et si on les réduit, il y en a qui vont gagner moins. Et donc, tout compte fait, ceux qui vont gagner moins, ils ne vont pas être très favorables à cette histoire-là. Et puis avant de parler de coûts cachés, il faut être capable de les mesurer, et c'est clairement une des grandes difficultés qu'on a dans les questions agricoles. Une question extrêmement difficile. Et puis on a vu aussi dans les exemples de ce matin que chacun portait en fait ses propres limites, soit des limites de mise en œuvre, parce que les gens ne l'adoptent pas, c'est ce que présentait Delphine, soit parce qu'il y a 2 secteurs qui sont en concurrence, ce que présentait Fabienne, et que tout le monde trouverait très bien que ce soit l'autre qui fasse l'effort et pas soi-même, soit l'exemple qui est donné par le collègue de La Réunion, par Luc, qui était de dire, mais tout compte fait, est-ce qu'on peut généraliser en fait? Et donc, small is beautiful, mais est-ce que large is exciting, quoi? Et donc, c'est une vraie question, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'avoir ces exemples-là, parce que tous à titre individuel, on a pu y retrouver soit des trucs qu'on a dit waouh, soit des trucs qu'on a dit bof, en fait. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Les ateliers de cet après-midi, merci aux 4 qui ont assuré la restitution, et merci à ceux qui ont animé les ateliers. Alors, au moins sur la base de celui dans lequel j'étais, j'ai trouvé que c'était très riche, mais visiblement les autres, vous n'êtes pas ennuyés non plus. Et donc, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a à la fois des convergences et des divergences de regard. Donc, on doit pouvoir un peu agréger tout ça, soit sur des objets, auquel cas on peut ne pas les agréger, mais soit sur les grandes philosophies. Et c'est par un hasard heureux, en fait, Christian a commencé, qui avait pris une valeur beaucoup plus générique et croisée. Et en fait, les contributions des 3 autres blocs peuvent venir se greffer et enrichir cette trame-là. Il n'y avait pas beaucoup de SHS dans ce qu'a présenté Christian, donc il y a des blocs à rajouter, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et ça montre, quand on fait le pari qu'on avait pris de la puissance de la conception, est quand même un pari réussi, et on voit que par rapport à ce qui est déployé ou proposé par exemple dans le cadre du Parsada, ce qui a été évoqué aujourd'hui déborde beaucoup. Bon, il y a quelques trucs un peu rigolos, mais tout compte fait, il n'y en a pas tant que ça, des trucs totalement farfelus, quoi. Bon, nous, on avait bien un oiseau droïde proposé par Alain. Bon, c'est à peu près comme l'aigle qu'on a dressé pour aller chercher un œuf, mais ça va prendre un certain temps avant d'arriver. Par contre, il y a des tas d'autres trucs qui peuvent apparaître un peu fumer la moquette au début, et puis tout compte fait, on s'aperçoit que c'est pas si loin que ça, et la moquette n'est pas si longue. Donc, vraiment quelque chose de
moi, j'ai trouvé ça super. Au moins, il y a un heureux, c'est moi. Donc voilà. Alors les suites, il y a 2 suites. Premier, c'est dans le cadre du Parsada. Dans le cadre du Parsada, il y a, on va pouvoir reprendre en fait dans les projets déjà retenus, quasiment les réassigner par petits bouts aux différents arbres qu'on a eu là, et voir si tout compte fait, ils sont retenus, on va pas, il est hors de question de revenir en arrière, mais tout compte fait dans un cadre de dialogue et de l'animation, de dire tout compte fait, vous pourriez enrichir sur tel et tel endroit. Et puis clairement dans les futurs projets en fait, moi dans tout ce qu'on a entendu cet après-midi, il y a du matériau, à la fois parce que ça donne des leviers qu'on n'a absolument pas vus à certains endroits, et ça donne des besoins de connaissances totalement originales, et je trouve que là il y a une base pour les futurs projets. Donc on va voir comment on va avec Baptiste, avec Jean-Paul, consolider tout ça, mais vraiment à 40 en 1h30, ce qui fait qu'en fait 60 heures de travail, une richesse juste absolument incroyable. Puis peut-être que ça peut donner des idées pour les suites du Parsada et d'autres projets sur des façons de faire pour faire émerger tout ça. Et puis ailleurs, on va l'utiliser aussi. Et donc moi j'y vois, mais il y en a potentiellement pour avoir d'autres idées, mais une utilisation à 2 endroits. Je coordonne une action COST en ce moment. J'ai diffusé l'information, mais il y a peu de Français inscrits. Donc, c'est l'action COST 21134. Donc, vous tapez COST 21134. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour faire partie de ces groupes. Je fais de la pub. Et en fait, on a, dans le cadre d'un des working groups, on a lancé des séminaires nationaux sur des ateliers de conception innovante autour de la protection des cultures. Vous ne l'avez pas dit, j'aurais dû le dire avant, mais en fait, vous avez servi de matériau expérimental pour la partie française. Et on est le seul État à avoir pris la prophylaxie comme entrée. Les autres, ils ont dû... bon. Et donc, on fait un regroupement de tous les séminaires nationaux au mois de février 2025. Et donc, on va pouvoir utiliser tout ce matériau-là. Donc, j'ai dit à Baptiste que s'il avait le temps au mois de février, il pouvait venir, à condition d'être inscrit. Et je trouve que là, en fait, on a aussi une capacité, en utilisant ça, à le confronter avec ce qui se passe ailleurs. En fait, ce matin, ce qui a été dit par touche, Delphine l'a dit, Xavier l'a dit aussi, Fabienne aussi, c'est qu'en fait, il y a une forme de dépendance aux conditions locales. Et en fait, ça, c'est vachement intéressant, la question de la dépendance aux conditions locales, parce que d'abord, bon, c'est inconfortable pour tout le monde, ça veut dire qu'on n'a pas une solution qui marche partout. Par contre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée qui vient de chez les autres? Voilà. Et de tirer en fait d'une idée qui vient d'ailleurs, y a-t-il une pièce générique dedans qu'on peut utiliser pour concevoir autre chose? Et donc, ça va servir à ça, l'action COST. Et puis, je pensais à Maud, ici présente, qui coordonne un projet d'appui aux politiques publiques qui vise maintenant à maximiser l'utilisation et la mise en place et l'implémentation, c'est à peu près la même chose, de la directive 2928. Dans le cadre de ce projet qui s'appelle AgroWise, il y a eu la conception d'une taxonomie qui correspond en fait aux 8 principes de la protection intégrée des cultures, où en fait il y a tout un bloc autour du premier principe de la protection intégrée des cultures, qui est prévenir, la prévention, donc en gros de la prophylaxie, dans lequel il y a volonté développer une taxonomie, c'est-à-dire au fait des brins là-dessus. Donc pour le moment, ça développe les brins à partir de ce qu'il y a. Et je trouve qu'à partir de ce qui a été dit cet après-midi, il y a des brins à tirer, quoi. Et donc il y a une vraie utilisation qui peut être faite et qui à ce moment-là, en fait, va boucler avec ce que 2 des groupes ont dit. C'est comment on fait le lien avec les politiques publiques sur ce sujet-là. Et c'est la façon de faire. Donc voilà ce que j'ai retenu de cette journée. À nouveau, un grand merci. J'espère que vous ne regrettez pas le temps que vous avez passé et que vous aurez des idées pour la suite. Et le meilleur est à venir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très très bon week-end.